Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère. Bienvenue sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois en direct à 14h15. Nous considérons que nous sommes tous et toutes les cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de s'informer et d'agir, et c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Notre dernière émission, il y a 15 jours, était consacrée à la production d'ignorance dans le domaine du nucléaire, et plus particulièrement des effets des faibles doses de radioactivité sur notre santé. Nous pensons ici que nous sommes volontairement maintenus dans l'ignorance par toutes sortes de stratagèmes qui vont du négationnisme, le fameux passage du nuage de Tchernobyl qui n'a pas atteint la France, jusqu'à la fabrique du doute. Et ce, dans le seul but de continuer la promotion de l'industrie nucléaire qui serait une source d'énergie propre et sûre. Heureusement, il existe des individus et des associations qui œuvrent contre cette désinformation du public. Aujourd'hui, notre invitée est membre d'une de ces associations qui a plus précisément pour objet, mais elle nous l'expliquera plus en détail, qui a donc pour objet de dénoncer l'abandon de l'Organisation mondiale de la santé de son rôle de protection des populations et son ralliement au lobby de l'atome. Cette association, Independent Who, a organisé en novembre 2004 à Genève un forum scientifique et citoyen sur les effets génétiques des rayonnements ionisants, dont notre invitée, Alison Katz, va nous parler aujourd'hui. Bonjour Alison. Bonjour Isabelle. Bon, merci d'être avec nous. Nous précisons que nous ne sommes ni l'une ni l'autre des scientifiques, mais que justement on veut montrer ici que chacune et chacun d'entre nous peut et doit s'approprier ces sujets et tout faire en fait pour les diffuser, les mettre sur la place publique. Tout à fait. Alors, est-ce que, pour commencer, tu veux nous présenter ton association, l'association dont tu fais partie, Independent Who ? Alors, comme le nom indique, Independent Who, donc l'indépendance de l'OMS, notre but, c'est d'exiger l'indépendance de l'Organisation mondiale de la santé vis-à-vis du lobby, afin de pouvoir établir les vraies conséquences sanitaires de toutes les activités nucléaires, que ce soit militaires ou industrielles. L'OMS, il faut savoir, est vraiment subordonnée au lobby ou l'establishment nucléaire et notamment à l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'IAE. Et juste pour rappel, l'IAE, une partie de son mandat, c'est la promotion de l'utilisation de l'atome. Donc c'est en fait un lobby industriel. Alors nous tenons depuis 9 ans maintenant, on essaie vraiment d'arriver à 10 ans et peut-être au-delà, ce qu'on appelle une vigie d'Hippocrate devant l'OMS, tous les jours depuis le 26 avril 2007, donc de 8h à 18h, et c'est pour rappeler à l'OMS ses responsabilités et pour témoigner de la souffrance des victimes. On peut faire un appel, on fera un appel à volontaires pour ça à la fin de l'émission. Ah oui, très bien. Donc, vous avez organisé 2 forums, un sur, c'était tu vas nous rappeler ça, 2 forums pour scientifiques et citoyens sur les effets de la radioactivité. Oui, tout à fait. Alors le premier était en 2012 et là c'était un forum sur 2 jours qui s'appelait simplement Forum scientifique et citoyen sur la radioprotection. Et tout cela juste par intérêt, je pense, pour les citoyens français, c'est avec le soutien de la ville de Genève. Entre autres soutiens, mais la plupart venaient de la ville de Genève parce que à Genève, étonnamment, nous avons un article antinucléaire dans la constitution du canton de Genève. Bravo. Tout ça était venu, juste pour l'histoire, à cause de Crémalville qui se trouvait à
qui se trouve à 60 km de Genève. Maintenant, l'idée des deux forums, c'est de mettre ensemble les scientifiques indépendants, les citoyens et les élus. Car le fait est, on est tous d'accord, nous ne pouvons pas compter sur nos autorités, que ce soit au niveau national ou international. Et l'exemple de Fukushima, je pense, renforce ça totalement. On a vu le gouvernement japonais totalement démuni, ils ne savent pas quoi faire, ils ne peuvent pas contrôler parce que la technologie n'est pas contrôlable. La technologie n'est pas contrôlable. Bon, ça commence bien. Alors, non, mais on est tout à fait d'accord. Alors, si tu veux, on va rentrer un peu dans le vif du sujet du deuxième forum donc, que vous avez organisé en novembre 2014 sur les effets génétiques des rayonnements ionisants. Alors, on peut simplement dire que les effets les plus graves de la radioactivité sur la santé, en particulier ces dangers, ces effets génétiques, sont connus depuis très longtemps. Ils sont connus depuis les années 1920. Peut-être tu peux nous parler un peu des travaux de Hermann Müller, qui était prix Nobel de médecine en 1946, qui avait déjà dénoncé tout ça depuis longtemps. Comment est-ce qu'il est possible d'occulter ces travaux? Est-ce que l'OMS était d'accord, l'Organisation mondiale de la santé était d'accord avec ces travaux? Et puis moi j'ai une question, comment ils ont pu écarter complètement tout ça pour faire la promotion dans les années 50 de l'industrie nucléaire avec le fameux atome pour la paix? Oui. Alors, certainement, pour répondre à la première question de l'accord de l'OMS, ils étaient certainement en accord parce que c'était eux c'était un rapport OMS dans lequel le très célèbre Hermann Müller a dit, je vais citer parce que je trouve que c'est très très important, il a cité dans ce rapport qui est un rapport de l'OMS, tous les rayonnements créés artificiellement par l'homme doivent être considérés comme dangereux pour l'être humain d'un point de vue génétique. Il a continué, le bien-être des descendants de la génération actuelle est menacé par les développements dans l'utilisation de l'énergie nucléaire et des sources de rayonnement. Donc, la réponse est oui, l'OMS était d'accord parce que c'est son propre rapport. Oui. Maintenant, comment écarter? Je pense que c'est la question qui nous confronte tous les jours, tout simplement par une désinformation massive. Comme tu as rappelé, ça va des mensonges aux omissions, à tordre des preuves, etc., etc. Voilà, comme ça que c'était écarté. Et c'est écarté parce que l'OMS, progressivement, est venue à être subordonnée au lobby nucléaire. Et probablement, le président Eisenhower et son programme de Atome pour la paix a joué un rôle prépondérant. Puis cela ne parle pas de ses effets et ne parle pas de la dangerosité des rayonnements pour la santé des êtres humains et tout vivant, tout être vivant. Avant de venir au contenu du forum, je sens qu'en technique qu'on a un petit problème de liaison téléphonique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout le monde raccroche et on va te rappeler. Voilà. Très bien. D'accord. À tout de suite. On fait comme ça. On se met un peu de musique en attendant? So
Bien, les aléas du direct. Donc, Oui. Désolée. Donc alors résumer près de 6 heures de forum sur les effets génétiques du rayonnement ionisant, ça va pas être facile en 10 minutes. De toute façon, vous pouvez retrouver tous les actes complets en français de ce forum sur le site de Independent Who. On le redira tout à l'heure. Donc, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer les points peut-être les plus marquants de ces interventions, ce que tu en as retenu Oui, tout à fait. Et je pense que je commencerai simplement en disant que c'est très important de comprendre que la controverse majeure en radioprotection, mais je sais parce que votre émission d'il y a 2 semaines a dit la même chose, c'est les conséquences sanitaires des faibles doses chroniques et internes. Et ça s'applique aussi aux effets génétiques, sachant que l'ADN, entre autres, est un premier cible. Et que nos autorités, en gros, persistent à dire qu'il n'existe pas d'effet sanitaire avec ce niveau d'exposition, donc ce qu'ils appellent les bas niveaux. Mais on doit quand même noter que la limite permise établie par le CIPR est de 1 millisievert par an, mais que nos autorités estiment qu'en dessous de 100 millisieverts, il n'y a pas d'effet, et surtout en génétique. C'est ça qui est choquant. Alors, je vais commencer avec une Allemande, Inge Schmitz-Feuerhacker, qui nous a fait une sorte de tour d'horizon pour vulgariser un petit peu la question. Et entre beaucoup d'autres choses qu'elle a dit, elle a expliqué que malgré le danger énorme pour les effets génétiques, et depuis Müller et la citation, rien n'a changé pour montrer autre chose. Elle dit que la Commission internationale sur la protection radiologique a diminué son estimation de risque pour les effets génétiques, et par un facteur de 6. Et il a fait ça en 2007. Et ça, c'est proprement choquant, parce que sur quelle base de preuves est-ce qu'ils ont diminué d'un facteur de 6? Et c'est aussi assez ironique, parce que par rapport aux autres conséquences sanitaires, c'est un peu le contraire. Depuis des années, on remonte les limites. Mais dans la question génétique, on a diminué le risque par un facteur de 6. C'est très frappant. Maintenant, un Américain, Timothy Musso, qui a énormément travaillé à Tchernobyl et qui maintenant travaille aussi à Fukushima, nous a vraiment rappelé les vraies dimensions de ces dégâts biologiques. C'est-à-dire, elle se concentre pas juste sur l'être humain ou sur... son travail démontre vraiment les conséquences biologiques significatives à tous les niveaux d'organisation biologique. C'est-à-dire depuis l'ADN jusqu'aux écosystèmes. Et il démontre donc qu'il y a des incidences très graves pour le fonctionnement des écosystèmes entiers. Il a fait beaucoup de travaux sur les oiseaux, par exemple, autour de Tchernobyl, et beaucoup de gens vont dire à quoi ça nous concerne sur les oiseaux. Ça, c'est une critique ridicule, parce que l'ADN, en fait, est une substance identique, que ce soit des plantes, les oiseaux ou des êtres humains. Et ils ont démontré des nettes diminutions de fertilité et de la taille du cerveau. Et j'aimerais insister un tout petit peu sur ça, parce que c'est quand même des découvertes très inquiétantes, malgré toute la désinformation sur la nature luxuriante autour de Tchernobyl. Alors, on a eu quelques intervenants qui ont fait des présentations assez techniques, mais je vais essayer quand même d'expliquer l'implication pour le public non scientifique. Yuri Dubrova, qui en fait travaille en Angleterre, mais est d'origine ukrainienne, a décrit des études sur ce qu'on appelle l'instabilité génomique, qui est une découverte un peu récente dont on va parler un peu plus tard. Oui. Et il a montré les taux de mutation élevés chez les enfants qui donc n'ont pas été irradiés, les enfants des parents qui ont été irradiés. C'était des liquidateurs. Donc là, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est la démonstration des effets génétiques héritables. Et c'est cette héritabilité qui est généralement niée par l'establishment.
Et la deuxième chose qu'il nous a expliqué, c'est que son équipe a développé un moyen de surveiller les mutations induites par les rayonnements dans les cellules reproductives des humains. Et ça aussi, c'est extrêmement important parce qu'un des moyens c'est d'empêcher de faire une corrélation entre cause et effet. Mais quand on peut mesurer l'exposition d'un individu avec beaucoup plus de précision en examinant son ADN, c'est un très grand pas en avant pour nous, si vous voulez, pour pouvoir montrer la question de cause et effet. Maintenant, un autre intervenant, Vladimir Vertelecki, d'origine polonaise, mais qui habite aux États-Unis. Il a travaillé en Ukraine avec une grande équipe pendant plus d'une décennie. Et il travaille sur quelque chose de très spécifique, c'est-à-dire c'est la corrélation entre les femmes enceintes, le taux d'incorporation chez elles de césium et les très hauts taux de malformation congénitale. Et voilà, il est modeste comme tous nos intervenants. Il insiste que de telles associations significatives ne constituent pas des preuves de causation. Et c'est toujours ce piège de cause à effet. Mais elles doivent quand même mener à des études pour investiguer cette cause spécifique. Et voilà justement ce que l'OMS et l'establishment nucléaire ne fait pas. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont négligents et qu'on peut les accuser de ne pas assister des populations en danger. Besoin. En danger, c'est ça, exactement. Et il nous a dit que même si toutes ces études sont publiées dans les revues, comme on dit, à comité de lecture, c'était même dans l'Académie américaine de pédiatrie, quand UNSCEAR, qui est une des agences de l'ONU, a fait ce qu'ils ont appelé un recueil très très complet de toutes les preuves, ils n'ont pas mentionné cette étude qui est extrêmement importante. L'étude en Ukraine, donc, sur les femmes enceintes et leurs bébés, donc, dont il y a un taux très haut de malformation congénitale. Après, on avait une japonaise qui s'appelait Shio Nohara, qui a rapporté les effets sur les papillons à Fukushima. Donc, la même remarque. Le fait que ce soit des papillons n'enlève en rien l'importance de ces études. Et là, elle a démontré que les dégâts génétiques ont bien été hérités, comme les études de Musso, et pire, que les dégâts s'accumulent dans les générations suivantes. Et c'est important de savoir que l'establishment nie plus ou moins les dégâts génétiques causés par les faibles doses et encore plus le fait qu'ils soient héritables. Donc, on est en train de parler d'effets induits par les rayonnements ionisants et dans les cellules reproductives. Et elle a relevé une autre question qui est juste intéressante pour nous, dans le sens qu'elle a investigué le développement de la résistance au rayonnement dans les différentes générations. Et c'est très intéressant à plus d'un titre, parce que plusieurs rapports émis par l'establishment nucléaire, y compris par l'OMS, semblent suggérer que les êtres humains doivent simplement s'adapter au niveau le plus élevé de rayonnement. S'adapter. Mais oui, adapter à des niveaux plus élevés, extraordinaire. Mais on doit s'arrêter juste un instant pour considérer ce que ça implique. Sachant que les êtres humains varient énormément dans leur sensibilité au rayonnement, est-ce qu'ils sont sérieusement en train de suggérer que les radiosensibles vont simplement disparaître petit à petit? Rappelant quand même que l'accumulation de nouvelles mutations à travers les générations, c'est néfaste pour notre héritage génétique. Donc une telle adaptation n'est pas à souhaiter ou accepter. Et vu les énormes quantités de radionucléides déjà dans l'atmosphère depuis les milliers d'essais nucléaires, certains chercheurs craignent déjà que cette adaptation négative a déjà commencé. Là c'est un très très mauvais scénario de science-fiction, ce que tu nous racontes là. C'est-à-dire qu'on va petit à petit, on aurait affaire à une espèce mutante. Je pense que c'est plus ou moins ce qu'on doit craindre. Surtout quand on pense aux recherches qui montrent la petitesse de la taille des cerveaux, par exemple, et puis la fertilité coupée en deux, ce genre et puis évidemment toutes les autres conséquences sanitaires dont on a beaucoup parlé dans d'autres forums. D'accord, donc ça on est bien là sur la base de l'espèce, enfin de la survie de l'espèce humaine. Hein. Oui, tout à fait. Dans sa forme actuelle.
Tout à fait, ou la dégénération de son héritage génétique. Et je pense que beaucoup de gens seraient d'accord que ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait toucher. Voir, oui. Notre dernier présentateur était Keith Baverstock, qui est très intéressant dans le sens que c'est un ex-employé de l'OMS et haut placé. C'était un directeur dans le bureau européen. Et lui, contrairement à beaucoup, s'est toujours battu pour la vérité scientifique, et en particulier en ce qui concerne les effets génétiques de l'uranium appauvri. Et il a même fait un procès contre son directeur qui était à Genève, justement pour rétention de preuves essentielles dans ce dossier précis. Maintenant, à notre forum, il a préféré parler des mécanismes et processus de l'instabilité génomique induite, parce qu'il appelle cela les facteurs de stress de l'environnement, y compris les rayonnements ionisants à faible dose. Il nous rappelle que l'instabilité génomique va amener à une détérioration progressive en termes de santé et bien-être et à la sénilité prématurée. Ce qui veut dire en fait que les gens de plus en plus jeunes vont développer des maladies des vieux. Et je dois dire que c'est un phénomène qu'on voit autour de Tchernobyl depuis 30 ans. C'est quelque chose de très, très tragique. Je pense qu'on a peut-être beaucoup de vous, des gens qui nous écoutent, ont peut-être vu les effets sur les enfants de 14 ans qui montrent des symptômes des gens qui ont 50 ou 60 ans, que ce soit au niveau gastro-intestinal ou du cœur, notamment. Et les développements de cataractes chez les enfants, alors que ça, c'est une maladie. Absolument. Ouais. Oui, donc quand on parle de sénilité prématurée, ça n'a rien à voir avec des rides. Ça a quelque chose à voir avec développer des maladies de vieux quand on a moins de 20 ans. C'est totalement tragique. Et évidemment, l'autre chose qu'il a insisté, c'est que on va voir une augmentation de toutes sortes de malformations et d'anomalies génétiques. C'est peut-être le moment de parler si tu veux, des travaux là, du professeur Goncharova, qui elle a observé, elle a travaillé sur des campagnols roussâtres autour de Tchernobyl, parce que en fait ce qu'ils ont observé, c'est que au fur et à mesure où la dose de rayonnement absorbée par le corps après Tchernobyl décroissait, était de moins en moins forte. Au contraire, plus les générations passaient dans ces campagnols, et plus il y avait une augmentation d'aberrations en fait chromosomiques. Ça, oui. C'est particulièrement terrifiant, je trouve. C'est très, très intéressant parce qu'encore une fois, ça met en question le modèle utilisé pour notre radioprotection. Et beaucoup de chercheurs indépendants, ils sont de l'avis que si on ne reconnaît pas que l'exposition interne est un phénomène biologiquement distinct, et c'est ce qu'elle fait aussi, Goncharova, on ne va rien avancer parce qu'on ne va jamais comprendre ce qui se passe et les conséquences sanitaires des rayonnements internes et de doses faibles. Et puis, oui, tu as raison, elle a trouvé, elle et son équipe, des choses extraordinaires. C'est-à-dire, la ligne que tu vois dans un graphique, c'est pas toujours linéaire. Au contraire, on pourrait presque avancer que quand c'est extrêmement bas, des fois, quand la dose est extrêmement faible, l'effet peut être pire. Oui. Maintenant, une des raisons que j'ai compris pour ça, c'est qu'évidemment, si à un certain niveau, si les ionisations tuent la cellule, c'est pas très grave, parce qu'ils vont pas se reproduire. Mais le pire, c'est qu'évidemment, s'ils ne se réparent pas, et à ce moment-là, vous avez une mutation qui peut être transmise. Et elle a fait autre chose de très intéressant. Elle a travaillé sur ce qu'on appelle les effets non ciblés. Et à ce que j'ai compris, en tant que non-scientifique, il y a deux types de ces effets non ciblés, qui, encore une fois, le public doit comprendre que ça veut dire que les effets génétiques sont non seulement beaucoup plus compliqués, mais pourraient être beaucoup, beaucoup plus graves. Ça veut dire que les cellules qui n'ont pas été directement touchées peuvent être endommagées.
Maintenant, si j'ai bien compris, il y a des non ciblés dans le sens de l'espace, c'est-à-dire un peu dans l'espace d'une cellule, et non ciblés dans le temps. Non ciblé dans l'espace, c'est ce que je viens de décrire. Non ciblé dans le temps, c'est une instabilité génomique et qui se transmet à travers les générations. Oui. Et Rosa Goncharova, elle a fait, comme tu as dit, ses études sur les petits rongeurs, et elle a démontré cette instabilité génomique à travers plus de 22 générations. Et je pense qu'elle a démontré que ça peut encore s'empirer à travers les générations. C'est aussi ce que Chio Nohara sur les papillons a démontré, que ça s'empire avec chaque génération. Maintenant, la grande question, c'est quand est-ce que ça s'arrête? Après combien de générations? Voilà, c'est une grande question. Et est-ce qu'on veut vraiment mettre la vie sur Terre en danger en attendant de voir que si dans 100 générations, on a développé une résistance efficace contre les rayonnements? Ça me paraît un peu je crois que ça montre très très bien les spécificités des dangers du nucléaire. On est au cœur de la question pour moi. Et le côté complètement irréversible de la chose, à partir du moment où on commence à avoir des mutations génétiques et des effets sur les générations à venir, là on peut comprendre qu'on n'a pas envie de continuer cette industrie. Alors moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, pas longtemps parce qu'on n'a plus trop de temps, ça passe très très vite la demi-heure comme d'habitude, voilà, justement de ce déni, revenir quand même là-dessus, ce déni global de toutes les organisations internationales qui dépendent des Nations Unies. Je veux bien qu'on parle un peu, si tu veux, de l'UNSCIR. Je ne sais pas si tu veux nous en dire deux mots. Voilà. Oui. Alors, l'UNSCIR est l'agence de l'ONU qui est censée s'occuper vraiment du côté biologique, les effets sur les êtres vivants, les êtres humains en particulier, etc. Et ça fait partie aussi, je pense, on peut le dire, de l'establishment nucléaire. Mais ce qui est intéressant chez tous ces agences de l'ONU qui sont soumis, qui sont subordonnés au lobby nucléaire, c'est que de temps en temps, ils font beaucoup de travaux extrêmement intéressants. Il faut vraiment lire leurs rapports, parce que des fois, ce qui en sort, c'est ce qui sort dans une communiqué de presse. Mais quand tu vas toi-même pour regarder, tu trouves des choses extrêmement intéressantes et sérieuses. Et c'est vrai pour UNSCIR, c'est moins vrai pour l'OMS qui ne fait rien en ce moment. Elle a toutes ces informations directement de l'IAE, elle le dit elle-même. Mais UNSCIR, c'est un tout petit peu plus sérieux. Par contre, ils ont été, et l'OMS aussi, fortement critiqués par Alex Rosen de IPPNW, ça c'est l'association des médecins contre la guerre nucléaire, qui ont fait des rapports très très critiques sur l'OMS et UNSCIR sur Fukushima. Maintenant, ta question en fait, c'était comment de parler de la subordination, n'est-ce pas? Oui. Voilà, pour moi, je vais être un peu, c'est très simple pour moi. Ce sont tous des organisations qui sont intergouvernementales. Et comme on sait, comme c'est intergouvernemental, on parle d'un très petit nombre de gouvernements. Et en gros, le G8. Dans le domaine du nucléaire, on peut résumer que c'est ces trois États les plus puissants. C'est la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et qui, ils sont tout contents que l'OMS n'a aucun rôle à jouer dans les rayonnements et la santé. Ils veulent absolument que ce soit l'IAE qui est juste la porte-parole de tout cet establishment, parce que ça représente non seulement une menace à une industrie, mais pour moi ça représente une menace au pouvoir géopolitique après tout. Donc tout ce qui a trait au nucléaire, que ce soit militaire et industriel, il faut absolument le couvrir. La menace est immense. On est face au lobby le plus puissant du monde parce que ça contient les gouvernements, ça contient leurs autorités nucléaires, nationales, internationales, etc. Et malheureusement, les Nations Unies sont complices dans cette dissimulation.
c'est vraiment tragique, parce que pour ceux d'entre nous qui aimeraient quand même une Nations Unies efficace, indépendant. Ou qui remplissent simplement leur rôle. Qui remplissent leur mandat, oui, les mandats constitutionnels. Et l'OMS en particulier a une constitution extrêmement, vraiment une belle constitution, qui si elle était appliquée, ça pourrait nous faire beaucoup de bien. Voilà, pour moi c'est une question géopolitique, mais ce n'est pas tout le monde qui va partager mon opinion. On va les partager ici, en tout cas. Bien, est-ce que tu veux faire un mot de conclusion, ce qu'il faudrait retenir principalement des effets génétiques pour le néophyte, les néophytes que nous sommes. Comment? Petite conclusion, pour moi, encore une fois, c'est très personnel. D'après tout ce que j'ai lu en tant que citoyenne, je pense que on peut conclure que la radiologie médicale est vraiment la seule que l'on puisse qualifier d'utilisation pacifique de l'atome. Et encore, il y a des gens qui remettent ça en cause, mais... Bien sûr, et ça en disant que, évidemment, ça aussi probablement peut être réduite. Mais vraiment, c'est la seule qui pour moi peut aller sous ce titre d'utilisation pacifique. Voilà, l'autre chose, c'est de rappeler que l'OMS est entre les autres agences qui a dit que, voilà, il faut qu'on apprenne à vivre avec ces conditions d'ignorance et incertitude. Et moi, c'est pas ma vision de l'être humain. Parce que quel espoir resterait-il pour une génération qui vit dans les conditions d'ignorance et d'incertitude? Donc notre devoir citoyen, pour moi, c'est absolument de résister à cette condition d'ignorance et d'incertitude, de s'informer. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on doit savoir sur les effets génétiques. Je vais juste trouver quelque chose que j'avais écrit sur quel niveau de connaissance est-ce qu'on a besoin pour résister. Et c'est certainement suffisant de savoir que le rayonnement ionisant est mutagène, qu'un faible niveau de rayonnement ionisant provoque des mutations et qu'il n'y a pas de seuil de rayonnement ionisant qui ne soit pas mutagène. Et deuxième point, très important, que la grande majorité des mutations sont dangereuses ou neutres, mais la plupart sont dangereuses, très peu étant bénéfiques. Et pour moi, c'est quand même deux informations extrêmement simples et essentielles que tout le monde peut comprendre. On n'a pas besoin d'être plus sophistiqué que ça, je pense. Eh bien, si vous voulez être un peu plus sophistiqué, vous pouvez. C'est une lecture très très intéressante. Allez consulter les actes de ce forum sur les effets génétiques de la radioactivité, enfin des rayonnements, sur donc le site de Independent Who. Je crois que c'est facile à trouver. Et oui. Voilà. Et vous pouvez aussi, on fait un appel. Donc il y a une vigie permanente tous les jours de 8h toute la journée Oui. devant l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Et je pense que vous avez besoin de volontaires, surtout l'hiver, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, donc vous pouvez aller montrer à l'Organisation mondiale de la santé que vous n'êtes pas d'accord avec eux en ce qui concerne leur déni des dangers du sanitaire du nucléaire. Voilà. Et puis je voulais juste terminer. Jusqu'à ça, je ne sais pas si c'est sur votre site, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est un rapport qui a été fait par l'Organisation mondiale, par l'Organisation mondiale de la santé. C'est le rapport numéro 151 qui date de 1958 sur les questions de santé mentale que pose l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Et c'est ce que tu as cité, hein. Mais moi, j'aimerais bien finir aussi avec ça. Donc, du point de vue de la santé mentale, la solution la plus satisfaisante pour l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accommoder de l'ignorance et de l'incertitude. Alors, une espèce mutante et imbécile, c'est ce qu'on nous promet? Oui, tristement, mais je pense qu'ils se rendent même pas compte de ce qu'ils disent. Une telle phrase est tellement aberrante. Enfin, on a du mal à croire que c'était publié. Oui. On peut retrouver ce texte sur votre site ou...
Non, et c'est extrêmement difficile à obtenir, mais moi j'ai une copie. Moi aussi. Si quelqu'un qui écoute aimerait l'avoir, il peut me contacter à travers toi. Voilà. Tu as un mail. Parfait. Donc, on va te remercier d'avoir pris ce temps avec nous. On va remercier l'équipe à la technique. On avait 3 techniciens aujourd'hui. Et puis, vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes nos émissions de radio depuis 2011 sur notre blog collectif antinucléaire 13, wordpress.com. Voilà, merci beaucoup, Alison, bon courage. À nous Merci tous. beaucoup, Isabelle. Merci. Au revoir. Au revoir.